Bonjour et bienvenue à Histoire de livres. Notre émission d'aujourd'hui pourra avoir comme thème « Le mensonge, faut-il y croire ?» J'ai à mes côtés un auteur que j'admire beaucoup. Bonjour, François Barcelot. Bonjour, madame. J'ai un grand plaisir donc de vous accueillir aujourd'hui dans mon salon. C'est sûrement un privilège que beaucoup d'auditeurs, auditrices vont m'envier. Et c'est une très belle occasion, en fait, pour pouvoir faire connaissance avec l'homme et également avec l'œuvre, puisque je crois que vous venez de signer votre 65e publication. C'est bien. Ça, si je compte bien, entre 63 et 67, en tout cas. Alors, c'est vraiment une production impressionnante. Mais qu'est-ce qui vous a amené, François Barcelot, à l'écriture? Quel est votre parcours? Ben, en fait, j'ai commencé à écrire quand j'étais jeune, enfin de 13-15 ans, des petits poèmes, des contes. Puis il y avait à cette époque-là un concours de les jeunes auteurs de Radio-Canada. Puis 3 années de suite, j'ai gagné des prix, donc j'ai commencé à me trouver bon. Et à 19 ans, j'ai écrit mon premier roman, qui n'a pas été publié parce qu'il n'était pas tout à fait assez bon. Puis en fait, on publiait très peu de choses dans ce temps-là aussi. Mais j'avais appris à écrire, donc je suis devenu rédacteur publicitaire pendant à peu près 25 ans. C'est comme ça que j'ai gagné ma vie. Mais après une quinzaine d'années de publicité, j'ai eu envie de revenir à la liberté du roman, alors que quand on fait de la pub, bien évidemment, on n'a aucune espèce de liberté. Et donc, j'ai écrit mon premier roman, dont le titre était Agénor, Agénor, Agénor et Agénor. J'espère que j'en ai bien mis 4, et qui a été publié avec mon plus grand plaisir. Est-ce que vous étiez déjà attiré par le genre littéraire du roman policier, roman noir? Non, pas vraiment. Ça m'a pris, je sais pas, peut-être une quinzaine d'années avant de m'y mettre. Donc, j'ai été le premier Québécois publié dans la série noire, mais ça, c'est vers 96, je crois. Donc vous aviez j'avais déjà une quinzaine d'années de littérature générale, pourrait-on dire, avant de faire de la littérature de genre. OK. Donc, vous avez commencé par faire du roman. Oui. Du roman d'inspiration. Est-ce que vous appelle du roman littéraire, disons. Est-ce que vous aviez déjà le regard caustique, critique sur la société à ce moment-là? Je pense, oui, que j'ai toujours eu beaucoup d'ironie, d'autodérision aussi. Donc, une espèce de mélange, c'est de l'humour noir en général, qui est pas vraiment de l'humour drôle, mais qui se moque d'à peu près tout. Je pense qu'il n'y a rien qui ne mérite pas enfin, il n'y a rien dont on ne peut pas se moquer. Mais c'est peut-être un héritage, justement, de votre passage à l'écriture publicitaire, parce qu'on a là une obligation d'écrire pour flatter, alors que dans votre vraie créativité, dans votre vrai développement de produits, vous vous laissiez toute liberté de critiquer, de travailler à contresens. Oui. La littérature est le contraire absolu ou presque de la publicité. D'abord, on peut faire long quand c'est un roman. Et puis aussi, on n'a rien à vendre. C'est ça. Et j'essaie vraiment je m'efforce de ne convaincre personne de quoi que ce soit dans mes livres. Mais c'est quand même devenu le regard que vous posez sur la littérature et sur les produits que vous avez proposés, les différents ouvrages. Vous nous amenez toujours à un certain recul, à un certain regard, je dirais, un peu caustique, un peu détaché, qui nous amène, en fait, à une réflexion sociologique. Oui, si on veut. Enfin, les grands mots comme réflexion sociologique, je m'en méfie un peu. Mais enfin, je pense, oui, qu'il y en a. Dans Jaillit les vieux, par exemple, je me moque pas vraiment des vieux. Au début, oui, mais graduellement, on s'aperçoit que finalement, je les aime plus qu'il n'y paraît. Alors, derrière ce regard caustique, il y a aussi beaucoup d'affection. Oui, bien sûr. J'habite maintenant dans un appartement, dans une maison pour retraités. Et puis, je les fréquente et je les trouve parfois insupportables parce que quand ils se mettent à parler de leur maladie, ça, c'est vraiment... Il n'y a jamais de conversation intéressante quand on parle de maladie. Alors, s'il y a des auditeurs un peu âgés ou même jeunes qui adorent parler de leur maladie, je leur donnerai un conseil. Arrêtez donc. Oui, c'est ça. Oui. C'est de la conversation inutile. Absolument. En fait, enfin, pas inutile, surtout dépourvu d'intérêt. Oui, c'est ça. Mais dans Jaillit les vieux, on entre dans une collection. En fait, vous êtes entré avec Édition Coup de tête, là, dans une trilogie. C'est ça. Enfin, disons que je suis en train d'écrire la 4e, mais j'ai d'abord eu Jaillit le hockey, qui est l'histoire du père d'un enfant, d'un ado,
qui, lui, déteste le hockey. Le père déteste le hockey et son ado joue dans une équipe et l'instructeur de son fils se fait assassiner un jour. Donc, il est obligé de le remplacer. Il va vraiment passer un très mauvais quart d'heure. Il y a eu Jaillit les bébés. C'est l'histoire d'une dame qui déteste les bébés et qui s'en fait refiler un jour et qui essaie de s'en débarrasser. Je vous dis pas si elle y arrive ou non. Et puis là, j'ai Jaillit les vieux. C'est l'histoire d'un vieux qui déteste les vieux. Voilà. Votre procédé d'écriture fonctionne comment? Est-ce que vous êtes un auteur qui avait une discipline d'écriture? Vous écrivez tous les jours ou c'est aléatoire? C'est selon l'inspiration? Je suis relativement discipliné, mais disons que le moment où je préfère écrire le premier jet d'un roman, c'est d'aller m'isoler quelque part, de m'exiler au Mexique ou en Thaïlande pendant 2 ou 3 mois. Et là, j'écris le brouillon de mon roman et je peux y travailler tous les jours sans être interrompu. Alors qu'ici, si j'ai des rencontres scolaires, par exemple, parce que j'écris aussi pour les jeunes, je vais, pendant quelques jours, m'éloigner de mon roman, puis j'ai de la misère à reprendre le fil par la suite. Alors, donc j'écris sans jamais savoir comment ça va se terminer. OK. Donc vous écrivez au fil de l'idée. Oui, je commence le matin en me disant, mon personnage est dans telle situation, était dans telle situation hier, qu'est-ce qui pourrait lui arriver de pire aujourd'hui? Et là, j'aime bien, quand mon personnage est dans la merde jusqu'au cou, de l'enfoncer encore un petit peu plus profondément. Pour que le lecteur soit bien conscient que tout peut arriver dans un roman de François Barcelot. Oui. Oui, surtout le pire. Mais les fils conducteurs sont tellement bien tissés, par contre, que finalement, vous nous amenez là où vous voulez nous amener. Mais l'histoire s'écrit vraiment au fil de l'instinct des personnages. J'ai plus de travail de réécriture que l'auteur qui fait un plan, par exemple, etc. Donc, non, moi, je travaille beaucoup plus fort après, mais je m'amuse en écrivant mon roman parce que je ne sais pas comment ça va se terminer et j'ai tout le temps hâte de savoir qu'est-ce qui peut arriver ensuite. C'est intéressant de savoir qu'après avoir publié 65 livres ou autour, vous avez utilisé le mot « je m'amuse à écrire ». Oui, si je m'amusais pas, je le ferais pas. Il y a des jours où j'ai pas envie d'écrire, j'écris pas. Puis parfois même, ça peut se prolonger pendant une semaine ou deux. C'est pas vraiment ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche. C'est pas du tout. Mais j'ai pas d'inspiration aujourd'hui, tant pis. Puis il y a d'autres jours où c'est le contraire. J'ai déjà écrit, je crois, une 30aine de pages, en brouillon, évidemment, le même jour. Ça venait bien. Ça sortait tout seul. Vous notez, vous travaillez à l'ordinateur. Comment se fait la saisie de l'intention? Le premier jeu, j'écris en général avec un ordinateur portable. Maintenant, j'utilise un iPad avec un clavier sans fil. Donc, je peux transporter ça n'importe où avec moi, ce qui est beaucoup plus avantageux que si j'étais pianiste de concert, par exemple. Se promener avec un piano à queue, c'est sûrement beaucoup plus difficile que se promener avec un iPad. Et c'est des outils absolument merveilleux. J'ai des tas de dictionnaires là-dedans. C'est vraiment tout est parfait. Là. Ouais. Dans Jaillit les vieux, vous nous mettez en contexte, évidemment, d'une résidence où les gens se connaissent, se côtoient. Qu'est-ce qui vous a allumé de choisir cette piste-là pour nous proposer un roman noir? En fait, l'idée de départ m'est venue, je pense que je regardais une émission un gala de remise de prix, c'était peut-être la Disque ou les Oscars, et je me suis dit, tiens, ce serait amusant si un jour, quelqu'un, au lieu de lire le nom qui est écrit dans l'enveloppe, en disait un autre à la place. Hein? Et donc, c'est mon idée de départ. Et puis là, j'ai imaginé, c'est un vieux qu'on invite à une soirée de remise de prix et qui a tout à coup envie, parce qu'il est vraiment très frustré, il a envie de tricher un peu et il change le nom. Enfin, et après ça, il se passe effectivement toutes sortes de choses absolument abominables. Oui, c'est ça, c'est que vous nous amenez vraiment à la limite de ce qu'une personne pourrait faire dans un tel contexte. Oui. Hein? Et votre plaisir de jouer avec le lecteur, c'est un plaisir, je dirais, qui est calculé. Vous faites exprès de nous amener dans des dédales où on n'aurait pas pensé que quelqu'un puisse aller aussi loin. Oui, je pense que le fait d'écrire sans plan, ça me permet constamment d'être à la recherche de qu'est-ce qui pourrait se passer d'inattendu. Hein? Alors que quand on a un plan, on cherche constamment la logique. Et moi, non, je cherche constamment à détruire la logique, à avoir des choses qui n'ont pas de bon sens. Et dans Jaillit les vieux, il y a quelques couleuvres un peu raides à avaler, je dois dire, mais enfin, qui sont amusantes, je pense, à avaler. Des couleuvres peuvent être amusantes à avaler. Mais on retrouve votre regard,
votre regard d'autodérision, bien sûr, votre Oui. regard sur les personnes vieillissantes, entre Non, autres. étant donné que j'en suis une moi-même. Bien sûr, voilà. un regard sans Oui. complaisance. Non, non, bien sûr. Ouais. Est-ce que Oui. vous avez eu des commentaires de la part de lecteurs qui se sont sentis un peu... Mais pas encore, parce que le livre est sorti il y a une semaine seulement. Parfait, Donc, il est j'ai trop frais au moment où on se Il est un rend petit peu là. trop frais, mais je redoute un peu l'accueil que certains des gens qui habitent dans le même complexe de vieux que moi poser. vont peut-être apporter à ce livre. Si Mais je m'en tant est- fiche. si tant Moi, je est le qu'ils redoute. sont Je lecteurs. m'en fiche un peu. Si tant est qu'ils sont lecteurs. Oui, enfin, puis ils Ils peuvent soient penser ce lecteurs. qu'ils veulent. Enfin, j'écris des livres qui sont que j'écris pour les lecteurs qui aiment mes livres. Ça me dérange pas qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas mes livres et qui ne les lisent pas. Ça m'est absolument égal. Mais vous êtes allé aussi explorer le conte. Oui, disons, j'écris du livre jeunesse, qui Du est livre un genre jeunesse. assez différent, mais pas tellement différent que ça. OK. C'est-à-dire que c'est effectivement, je raconte des histoires qui sont, sauf qu'il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de sang, il y a très peu de sexe. Il y a vraiment, donc dans mes Pour je le suis une jeune espèce public. de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Donc, Un c'est mélange. bon. Oui. Un mélange des deux. Mais moi, François Barcelot, comme je suis vraiment quelqu'un qui vous suit de près et que j'adore votre style d'écriture, je vais inviter les gens, évidemment, à se procurer Jaillit les vieux et les autres titres de cette collection. Et je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. C'est déjà tout le temps que nous avons. Tout le plaisir était pour moi. Alors, je vous laisse une petite pensée qui dit ceci. L'art du roman est l'art de savoir mentir habilement, et c'est de Louis Aragon. Je ne suis pas en désaccord. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Nous vous revenons dans quelques minutes avec notre seconde invitée du jour, Madame Monique Sirois, auteure du livre « Un beau gros bateau ». De retour avec ma seconde invitée pour cette émission dont le thème aurait pu être évidemment le mensonge. J'accueille Monique Sirois. Bonjour Monique. Bonjour. Alors, ça me fait plaisir de te rencontrer aujourd'hui. Monique, toi, tu es l'auteur d'un tout nouveau livre qui sort actuellement sur le marché et qui s'appelle « Un beau gros bateau ». C'est exact. Maintenant, j'aimerais bien savoir qui est Monique Sirois? Quel est ton parcours, Monique? Bien, je suis née à Sherbrooke et après avoir terminé mon secondaire, j'ai fait 2 années d'études en secrétariat, ce qui m'a amenée à travailler dans ce domaine-là pendant plus de 30 ans. Et j'ai été secrétaire de direction plusieurs années. Mais au fil des ans, tout en travaillant, j'ai aussi travaillé, pas travaillé, mais étudié à l'université. Et j'ai suivi, c'est-à-dire j'ai complété un certificat en psychologie des relations humaines. Très intéressant. Bien, les relations hommes-femmes m'ont toujours intéressée, surtout sur le plan psychologique. Et aussi, comme j'ai toujours aimé écrire, je me suis perfectionnée aussi en français. J'ai suivi un cours de grammaire corrective, rédaction française. J'ai participé à des ateliers d'écriture et de réécriture parce que j'avais aussi un rêve que je caressais depuis longtemps. Puis je me suis dit, bien, peut-être qu'à ma retraite, je pourrais le réaliser. C'est ce qui m'a amenée à rédiger mon premier livre, Un beau gros bateau. Ah, c'est magnifique parce que c'est un très beau parcours qui vous a amené là. Est-ce que pour vous, l'écriture, c'était facile? Combien ça vous a pris de temps pour réaliser ce projet? Ah, je dirais quelques années, parce qu'il m'a fallu cumuler quand même des données que j'avais recueillies suite aux confidences qui m'avaient été faites de la part de mes amis, hommes-femmes. Mais aussi peut-être que le fait que j'avais une certaine connaissance, une certaine formation en relations humaines, j'ai remarqué que les gens étaient portés à se confier à moi facilement. Alors, ça m'a donné... C'est-à-dire que aussi, je me suis rendu compte que parmi ces témoignages-là, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs personnes qui ont été manipulées sur le plan amoureux. Ce qui m'a donné l'idée de mon sujet,
Un beau gros bateau, de mon livre, Un beau gros bateau. Ah, c'est bien. D'ailleurs, le titre est assez évocateur. Un beau gros bateau, effectivement, on peut associer ça à l'idée que quelqu'un peut mentir. OK? En effet, oui. Alors, de quoi est-il question dans ce roman? On dit que c'est un roman vérité. Et votre sujet, ou de quoi est-il question vraiment dans votre... Un beau gros bateau, c'est l'histoire de Caroline, une jeune femme dans la trentaine, divorcée, qui rencontre l'homme idéal. C'est le coup de foudre réciproque. Mais à partir de ce moment-là, Caroline est tellement heureuse qu'elle se dit, ben mon Dieu, je vais écrire mon journal pour me rappeler les meilleurs moments de notre relation. Mais elle est loin de se douter que cette relation-là est basée sur un mensonge. Et au fur et à mesure que le temps passe, le mensonge s'amplifie. Elle va se rendre compte que, finalement, parfois, la réalité dépasse la fiction. Bien, je suis certaine que tout le monde va être touché par l'histoire de Caroline. Oui, et dans ce tout le monde, c'est que vous avez vraiment un très large public pour ce genre de roman. Comment on pourrait définir votre public? Qui va s'intéresser à ce livre? Ah, bien, je pense que tout le monde va s'intéresser à l'histoire de Caroline. Comme je le mentionnais, il y a plusieurs personnes qui ont été manipulées, surtout sur le plan amoureux. Et aujourd'hui, c'est encore plus fréquent avec Internet puis les sites de rencontres. On dirait qu'il y a des gens qui se font un plaisir d'embellir la vérité. Tout le monde peut un jour se faire monter un gros bateau. Ah, c'est bien. Alors, l'histoire de Caroline, en fait, dans la vraie vie, les gens qui ont été victimes de ce genre de situation un peu piégée, parce que lorsqu'on s'attache à quelqu'un, évidemment, on ne peut pas présumer que l'autre personne aurait peut-être des mauvaises intentions. Ça doit demander un certain courage, comme on le voit avec l'histoire de Caroline, pour dénoncer, pour dénoncer un manipulateur. Ah, c'est sûrement... Ça demande beaucoup de courage. Si on prend l'exemple de Caroline, ça lui en a demandé énormément. Parce qu'elle savait qu'elle était pour faire face aux médias. Puis on lui avait aussi laissé entrevoir que peut-être qu'elle aurait à témoigner en cours. Et que peut-être aussi que son nom paraîtrait dans les journaux. Ça la terrifiait. Mais elle a décidé de ne pas jouer à la victime. Elle a bien fait parce que la justice l'a écoutée, puis ça lui a permis de tourner la page plus facilement. Parce que tout le monde vous nous rappelez que Caroline en fait, s'est tenue debout pour aller chercher le respect, pour aller chercher un peu le droit de dire la vérité. Oui, parce que un manipulateur manque de respect vis-à-vis sa victime. Mm-hmm. Et lorsqu'on mélange amour et manipulation, on entre dans un cercle assez difficile, en fait. Les victimes de ce genre de personnage sont souvent blessées pour très longtemps. Est-ce que dans le cas de Caroline, elle est sortie de cette expérience-là avec, je sais pas, un esprit de non-confiance envers les hommes? Est-ce qu'elle peut retrouver la confiance dans une autre relation? Bien, c'est sûr qu'il faut être plus prudent. C'est sûr qu'il ne faut pas se méfier de tout le monde. Mais on peut être plus prudent en ce qui concerne les relations amoureuses. Mais Caroline elle-même, donc, a vécu plusieurs années de sa vie ont été détruites, en fait, à cause de la rencontre de ce manipulateur, pourtant qui semblait être un homme idéal, un homme parfait. En effet. Jamais Caroline n'aurait pu penser que Marcel, en qui elle avait une confiance absolue, jamais elle aurait pu penser qu'il était pour lui monter un bateau. Et pourtant, oui. Mm-hmm. C'est vraiment impressionnant comme travail de structure pour ce roman, parce qu'effectivement, nous allons suivre dans le récit l'expérience de Caroline, qui est aux prises avec quelqu'un qu'elle adore, mais qui, malheureusement, l'amène en bateau. Ah oui. Mais vous avez aussi, au fil de vos différentes recherches, rencontré des hommes à qui l'inverse est arrivé. Ah bien oui, parce que ça n'arrive pas qu'aux femmes. C'est sûr, dans mon roman,
Il y a un chapitre qui traite justement d'une confidence qui m'avait été faite de la part d'un homme. Et je raconte l'histoire de sa manipulatrice. Donc, dans certains cas, ce sont les femmes qui auraient manipulé des hommes. Ça peut arriver. Avec les mêmes techniques pratiquement, parce qu'il s'agit évidemment de mélanger amour et mensonge. Oui, c'est sûr. C'est un mélange qu'on voit assez fréquemment dans les nouvelles relations, d'ailleurs. Peut-être, j'espère que c'est pas tout le monde, là, mais c'est sûr que ça arrive. OK. C'est bien. Bien, sûrement, puisque vous avez eu à enquêter et à vérifier un certain nombre de confidences de gens qui vous ont amené à écrire ce roman. Maintenant, c'était un travail de mise en forme quand même important. Vous y avez consacré combien de temps de votre vie à l'écriture de ce roman? Bien, j'avais commencé à faire un manuscrit, mais il n'était pas à point. C'était à la suite des cours que j'ai suivis en écriture et réécriture que j'ai rencontré ma coach qui était professeure. Elle m'a conseillé, elle m'a dirigée, puis elle m'a, comment je dirais, elle m'a encouragée de publier parce qu'elle disait que ça peut aider d'autres personnes aussi. Oui, effectivement, c'est un sujet qui touche beaucoup de personnes. C'est un sujet très contemporain. Parce que lorsqu'on arrive dans les nouvelles relations, comment faire pour valider ce que l'autre nous raconte, en fait, et jusqu'à quel point les gens peuvent avoir tendance, comme vous disiez tout à l'heure, à embellir la vérité. Ben oui. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous laissez aux lecteurs, lectrices de cet ouvrage, Un beau gros bateau, est-ce que vous laissez un certain message? Oui. Pardon. Le message que je pourrais laisser, c'est que quand on est honnête, sincère, intègre, on est porté à faire confiance facilement aux autres. Jamais on pourrait penser qu'une personne en qui on a tellement confiance que cette personne-là pourrait nous trahir. C'est ce qui est arrivé à Caroline. Elle a tellement cru en Marcel. C'est un homme qui semblait tellement vrai. Et pourtant, il est arrivé ce qui devait arriver. Et des couples comme Caroline et Marcel, on en connaît peut-être dans notre entourage? Sûrement. J'imagine. Moi, j'en ai connu, mais peut-être pas la même histoire. Les histoires peuvent se différencier, mais quand il y a un mensonge dans une relation, c'est pas très... C'est pas très sain. Pas positif. C'est pas très positif. Maintenant, dans le cas de Caroline, elle a quand même étonnamment entretenu son journal. Oui. Écrit son journal avec une patience et une rigueur. Mais peut-on expliquer que ça lui a pris autant d'années à ouvrir les yeux sur cette situation où elle était manipulée? Bien, comme je disais, Marcel avait tellement l'air d'un homme sincère, vrai. Elle était certaine de lui. Elle avait confiance, comme elle aurait eu confiance en son père ou sa mère. Jamais elle aurait pu penser qu'il était pour la trahir. Puis il lui faisait des promesses. Elle ne pouvait jamais se douter. On aurait pu penser que Caroline avait un profil, tu sais, c'est votre personnage principal, elle avait un profil de femme un peu plus, je dirais, un peu plus dépendante. Mais non, Caroline était une femme très libre, était une professionnelle, elle assumait elle-même la vie de ses 2 enfants, étant divorcée. Alors, ce profil-là de femme, qu'on pourrait dire de femme assumée, de femme libérée, après une première relation échec, d'après vous, pourquoi est-elle tombée dans ce piège? Par amour. Simplement en laissant son cœur ouvert à quelqu'un qui ne la méritait pas? Bien, oui, parce que elle était certaine que c'était l'homme de sa vie. Elle était quand même pas si jeune, elle était dans la trentaine, mais elle avait connu d'autres expériences auparavant. Mais c'était pas suffisant, ces expériences-là, pour découvrir Marcel, parce que Marcel, c'était quelqu'un d'assez spécial. Comme menteur,
On voit pas ça souvent. Effectivement, et vous en avez fait un roman vérité vraiment attachant et intéressant. En fait, vous nous dites même en conclusion que ce roman vérité aurait pu être l'histoire de n'importe quelle personne Oui. qui, bien intentionnée, Oui. fait confiance à la nouvelle personne rencontrée sans nécessairement faire enquête sur ce qu'il dit, ce qu'il raconte. C'est ça. Et l'attachement crée une sorte je dirais, de codépendance, de sorte que souvent, on baisse sa garde, on oublie de valider. Et ce qui arrive à Caroline nous enseigne que la prudence aurait pu être une meilleure vigilance. D'accord. Oui. Alors, vous nous laissez vraiment avec une conclusion qui va enseigner à tout le monde à demeurer plus prudent dans toute nouvelle relation. Et vous nous laissez avec l'idée que le mensonge n'est pas une prémisse vraiment pour créer une relation durable. En effet, personne ne devrait se laisser manipuler. Tout le monde devrait dénoncer aussi son abuseur, ne serait-ce que pour sortir de son rôle de victime. Oui. Alors, Monique Sirois, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. De nous offrir le roman vérité Un beau gros bateau, rencontre avec un amoureux manipulateur, disponible maintenant aux éditions Veritas Québec. Et c'est dans toutes les librairies, j'imagine, en format numérique et tout. C'est ça. Alors, on invite les gens à vous découvrir. Je vous laisse avec une petite pensée de Marie-Joseph Chénier. Mentir est le talent de ceux qui n'en ont pas. Alors, merci, Monique. Et je prends quelques minutes pour saluer mes auditeurs en cette dernière émission de la série de printemps 2013. J'invite les gens, bien sûr, qui ont aimé nos invités de cette saison à revenir les regarder, à les partager avec leurs amis sur YouTube. Ils sont maintenant disponibles sous la rubrique Histoire de livres Marie Brassard TVRL. Et je vous laisse avec une pensée toute finale en cette fin de saison. Une pensée qui nous est livrée par M. Claude Trudel, que j'ai eu le bonheur de recevoir en émission un peu plus tôt dans la saison. M. Trudel nous rappelle que lire un livre, c'est découvrir l'aventure et la diversité des mots. Chacun en fera son propre festin. À chacun, chacune, bonne saison d'été, dévorez les livres et je vous donne rendez-vous cet automne pour une nouvelle série d'entrevues. Merci.